Et il ne s'est pas exprimé, en tout cas pendant que j'étais, sur les 8000 m² de fibrociment qui sont tombés en poussière dans l'incendie. Donc on voit bien que c'est minimisé pour dire, voilà, dans quelques mois, plus personne n'en parlera, on ouvrira l'usine et tout ira bien. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher, la mobilisation citoyenne, c'est elle qui aura raison et qui finira par obtenir la vérité. Comment ça se fait que vous avez attendu 5 jours pour rendre public, ce qui va peut-être l'être, la liste de ces produits? Donc je maintiens ma question auprès de vous. Vous le savez, vous avez cette liste. Pourquoi vous ne l'avez pas rendue publique beaucoup plus rapidement? Pourquoi vous ne la rendez pas publique aujourd'hui, dès maintenant, devant les députés et devant les Français? Depuis vendredi, vous savez, dans l'usine se trouvait de l'hydroxyde de potassium, une substance corrosive pour la peau, les yeux et surtout les voies respiratoires. Oui ou non, mesdames, messieurs les ministres, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Oui ou non? Dans l'usine se trouvait de l'acide chlorhydrique, principe actif du gaz moutarde connu depuis la Première Guerre mondiale. Oui ou non, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Oui ou non? Dans l'usine se trouvaient des chlorures de soufre, classifiées matières toxiques ayant des effets immédiats graves. Oui ou non, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Depuis vendredi, vous savez, comment expliquez-vous que c'est seulement aujourd'hui que peut-être le préfet va rendre publique cette liste? Enfin, dernière petite accroche, c'est quand même mon héros qui est à la source de tout ça, Warren Buffett, qui a été première fortune mondiale et qui déclarait en tant que première fortune mondiale la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Eh bien là, c'est une illustration de la guerre des classes, non pas seulement sur le terrain de la valeur ajoutée, de où vont les impôts, de tout ça, mais clairement sur qui paye les pots cassés. Les profits, ils sont remontés au grand Warren Buffett, mais les emmerdes, ils vont être pour les gens de Rouen très concrètement. Mon propos n'est pas polémique, même s'il y a eu des ratés localement dans la gestion de crise. Des maires ont été livrés à eux-mêmes et la population n'a pas eu les réponses attendues. Nous vous demandons la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. C'est un signal fort qu'attend la population. C'est une mesure concrète pour permettre les indemnisations. Nous vous demandons la mise en place d'un véritable plan de suivi médical à l'image de ce qui a été fait au moment des ZF. Les fumées et les odeurs ont provoqué des vomissements, des irritations. La nature même des produits inquiète. Il faut suivre l'état sanitaire dans la durée. Nous vous demandons de transmettre dans les plus brefs délais la liste complète des produits entreposés et la composition de ces produits. Je m'étonne que nous ne l'ayons pas encore. Enfin, nous demandons la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire un retour d'expérience, pour faire des propositions concrètes afin de renforcer, si besoin, le contrôle des installations classées, améliorer les dispositifs d'alerte et garantir aux populations concernées une information sérieuse et indépendante. Je veillerai à ce que cela ne nous conduise pas à exonérer l'industriel qui est, vous le savez, au regard du droit, le premier responsable des effets de l'incendie sur l'environnement. Quant à la demande que vous avez formulée de mettre en place un suivi médical de long terme, j'y suis évidemment favorable et les autorités sanitaires locales le mettront en place. Les fiches de sécurité des produits qui sont utilisés dans l'usine, éventuellement stockés, mais ça ne donnera pas la quantité des produits stockés et surtout la nature des produits de dégradation par incinération, les produits de pyrolyse. Ce sont des substances pour une grande part cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Principalement, c'est l'exposition pendant la grossesse qui va induire des effets sur la santé de l'enfant et du futur adulte. On a des suies qui sont retombées à la suite de l'incendie, emportées par la pluie. Bien sûr, ces suies vont s'infiltrer dans le sol et ils vont y rester pendant un certain temps. C'est un peu comme une marée noire. Avec toute la liste des produits qui étaient dans cette usine Lubrizol, qui a été comme ça donnée à la population, vous voyez bien que ça n'a pas de facteur pour rassurer forcément les gens. Ils sont rassurés parce que vous avez donné l'information, mais pour autant, ils ne savent pas vraiment ce qu'on peut faire avec ces produits-là. Ils attendent d'autres analyses sur éventuellement les mix qui auraient pu se faire entre ces produits-là pour voir, et je sais que vous êtes à l'œuvre là-dessus, pour voir s'il y a des contaminations, des dangers pour la santé, etc. L'événement est grave. C'est une véritable marée noire sur Terre. Vous avez parlé de peur. Je crois que le meilleur remède à la peur, c'est en effet la transparence.
Nous avons fait une demande qui est celle de la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. Je voudrais, Madame la Ministre, vous interroger sur une mise en application du principe pollueur-payeur. Vous savez qu'il y a la loi du 1er août 2008 qui est relative à la responsabilité environnementale, qui est une transposition d'une directive européenne qui, en quelque sorte, institue un régime de réparation de dommages écologiques qui repose sur l'exploitant. Au nom de ce principe pollueur-payeur, je crois qu'on est clairement dans une situation d'une crise écologique, en tout cas d'un événement écologique majeur, qui demande à ce que vous fassiez en sorte que le préfet utilise son pouvoir de police administrative pour contraindre l'exploitant dès aujourd'hui à procéder à des mesures de prévention et de réparation sans attendre la fin de la procédure judiciaire. Pour la France Insoumise, la parole est à Caroline Fiat. Madame la ministre, Lubrizol coupable, l'État complice, scandé hier 2000 Rouennais devant leur préfecture. Et comment ne pas les entendre, comment ne pas les comprendre? 5253 tonnes de produits chimiques partis en fumée et d'essuie noirs, soit l'équivalent de 276 camions de marchandises de 19 tonnes. Une marée noire sur les têtes. Comment une usine classée Seveso, située au cœur d'un bassin de vie de 700 000 habitants en bord de Seine, a-t-elle pu bénéficier en 2019 d'au moins 3 arrêtés lui permettant d'augmenter ses capacités de stockage de produits chimiques sans évaluation environnementale préalable? Qu'il me soit permis d'espérer qu'il existe encore une puissance publique qui ne se soumet pas au bon vouloir d'industriels inconscients. D'après le règlement européen qui classe ces produits selon leur niveau de toxicité, on brûlait majoritairement des dangers par aspiration et du très toxique pour les organismes aquatiques. Assumez-vous toujours de dire que tous les produits ne sont pas dangereux, que la qualité de l'air est habituelle? Quel est le vrai bilan sanitaire? Quels sont les vrais effets sur la qualité de l'air, de l'eau, des sols? La transparence la plus totale doit être faite, tant sur les dysfonctionnements que sur les conséquences réelles de cette catastrophe industrielle. Un nouvel incendie est à éteindre, celui des colères et des peurs légitimes. Un incendie alimenté par les non-dits et par le grand écart entre les discours et ce dont les habitants sont témoins. La différence entre Tchernobyl et aujourd'hui, c'est que les Français ne signeront pas un blanc-seing à des déclarations sans preuve. Madame la ministre, les Français sont en attente de la vérité. Encore faut-il que vous soyez tous prêts à les dire. Les eaux qui sont utilisées pour éteindre l'incendie, donc il y a des bassins de rétention pour éviter que ces eaux ne viennent polluer les fleuves et les nappes. Donc ces bassins ont commencé à déborder au bout d'un certain temps et donc on a pu mobiliser très vite des barrages pour éviter que cette pollution qui était arrivée jusqu'à la Seine ne se propage dans le fleuve avant qu'on puisse organiser le pompage de cette pollution. S'agissant des nappes phréatiques, à la fois la métropole de Rouen, sous le contrôle de l'ARS, nous ont pu rassurer les populations sur le fait que la ville est alimentée par des nappes phréatiques profondes qui n'ont pas été affectées par la pollution de surface qui a pu se déposer suite au panache de fumée de plusieurs kilomètres auxquels on a pu assister. Et à ce que par ailleurs l'information que l'on donne soit considérée crédible. Donc je pense qu'on pourra effectivement y réfléchir. C'est peut-être une des premières crises qu'on a à gérer. Ce que je peux vous confirmer, vous voyez, je me garderai bien d'avoir des propos définitifs sur il n'y a strictement aucun polluant d'aucune nature dans l'air. Dans l'air, comme au sol, jusqu'à présent, toutes les mesures ont montré qu'il n'y avait pas de polluants à des teneurs anormales, voire même mesurables. Et à partir de l'analyse de l'ANSES et de l'INERIS, on mettra le cas échéant en œuvre une recherche d'autres types de polluants, mais à ce stade, ni dans l'eau, j'ai répondu notamment sur l'eau potable et sur la Seine, ni dans l'air, ni à ce stade dans l'essuie,
il n'a été identifié de teneur anormale sur tous les produits qui ont été recherchés. On a eu des premiers éléments, puisqu'on n'a pas encore les résultats sur les dioxines, ce qui est un sujet important pour l'agriculture. On a eu des premiers éléments, mais très partiels, sur quelques points de mesure qui ne sont pas vraiment, enfin, sur lesquels je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion à ce stade. Il existe des valeurs limites de dioxine dans les aliments, mais il n'y a pas de valeur limite, il n'y a pas de valeur de référence dans l'environnement. Actuellement, il y a un certain nombre d'entreprises dont l'activité est arrêtée, à commencer par les 2 entreprises elles-mêmes, qui ont été données pour l'instant sur toute commercialisation de ces produits, et donc une indemnisation sera clairement assurée. Mais ça n'est pas l'État, je voudrais le dire, c'est l'industriel qui a la responsabilité d'indemniser, de payer toutes les indemnisations résultant de ce qui s'est passé sur le site industriel. Mais on a quand même 1000 fûts sur le site, donc il y a une priorité très claire qui a été donnée à ce que l'industriel assure la sécurisation de ces sites, prépare le traitement, l'évacuation de tous ces polluants, s'occupe de résorber les hydrocarbures qui se sont diffusés dans le site, dans lesquels des inspections avaient été réalisées en 2017, qui avaient conduit à mettre en demeure l'industriel de renforcer son système de protection contre l'incendie. Dans ce hangar, il y a des dispositifs de protection contre l'incendie a priori très puissants, des sprinklers, et donc aujourd'hui on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi ces dispositifs n'ont pas permis, alors qu'ils sont dimensionnés pour, éviter l'incendie. Que le principe de pollueur-payeur, enfin, il s'applique totalement dès aujourd'hui. Tous les nettoyages qui sont réalisés peuvent être mis à la charge de l'exploitant. Les prélèvements notamment des morceaux de toit amiantés, l'entreprise qui va intervenir sur ces morceaux de toit amiantés est à la charge de l'exploitant. Entre les messages dont je redis, on ne veut pas rassurer coûte que coûte, on dit la vérité. Et on dit la vérité, ou on essaie de dire au mieux la vérité en l'état des informations dont on dispose et dont les scientifiques disposent. On dit en effet qu'il n'y a pas de polluants dans les analyses qui ont été réalisées à ce jour. On a un incendie dont on ne connaît pas encore la cause et dont on ne sait pas encore pourquoi il a pu se déclencher dans un bâtiment qui a pourtant un système de sprinklage très important. Tous les grands piliers, il y a des caméras et on n'a toujours pas d'informations de ce qui s'est passé. Donc moi j'entends le qualificatif et il vous appartient sur le fait que la gestion de la crise a dysfonctionné. Peut-être que l'information n'a pas été la bonne. Peut-être que l'information n'a pas été la bonne, mais vous voyez, je pense que vis-à-vis de tous ceux qui sont extrêmement mobilisés pour gérer au mieux cette crise, ce propos me semble un peu dur. Donc, les démarches qui sont prévues dans le cadre de ces PPRT, c'est bien de demander à l'industriel de faire une étude de danger, ensuite de lui demander de mettre en œuvre tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour réduire le risque à la source. Si on considère toute la zone qui a été traitée par le panache, dont je redis aujourd'hui que au jour d'aujourd'hui, sur les analyses dont nous disposons, on n'a pas identifié dans les suies de polluants anormaux. Moi, je regrette des propos très généraux, une suspicion généralisée sur le fait que on ne donnerait pas l'information, on cacherait la vérité.
Moi, j'ai essayé d'expliquer que nous faisions, alors peut-être pas, peut-être faut-il faire mieux, vous aurez à en juger. C'est évidemment votre droit, mais je le regrette. Nous l'avons rendu public et nous n'avons jamais dit que tous les produits ne sont pas dangereux. Nous n'avons jamais dit ça. De propos alarmistes en créant une suspicion générale, ce soit la meilleure façon de lever les craintes de nos concitoyens. On a besoin de travailler sur la clarté de l'information, la compréhension de l'information. Merci. Et donc, Madame la Ministre, quel est votre avis sur cette commission d'enquête? Madame Buzyn, je vous rappelle, s'est prononcée en faveur de la commission d'enquête. Merci, chers collègues. Je rappelle que ce n'est pas au gouvernement de décider à la place des parlementaires comment ils doivent mener leur travail de contrôle. Et je tiens beaucoup à la séparation des pouvoirs. Il peut y avoir un avis, et évidemment la ministre dira ce qu'elle veut, mais c'est à nous de gérer notre travail de contrôle. J'y tiens beaucoup, chers collègues. Le panache, on en retrouve des traces à Valenciennes et je crains qu'il ne se soit pas arrêté à la frontière. La suivante, quelle méthodologie avez-vous utilisée pour choisir les communes concernées par ces interdictions? D'autre part, le tableau de l'exploitant parle du nom des substances composant le produit et non pas donc de toute la composition du produit. Et comme il y a un certain nombre de toxicologues qui travaillent sur les effets cocktails, est-ce que vous confirmez ce que dit un expert de l'INERIS dans un article du Figaro, à savoir que le secret industriel fait obstacle à ce qu'un certain nombre d'informations soient rendues publiques? Est-ce que vous pouvez nous dire si malgré ce secret industriel, l'État a en sa possession ces informations et si elles ont été transmises à l'ANSES et à l'INERIS? Enfin, suite au décret de 2018, Lubrizol a bénéficié d'une augmentation de ses capacités de stockage pour 1598 tonnes sans étude d'impact environnemental. Y a-t-il eu une révision de l'étude de danger? Et en l'occurrence, peut-être pour répondre à la question posée par Madame la députée Batho, en l'occurrence, l'impact en termes d'études de danger a bien été réalisé en préalable aux arrêtés qui ont été délivrés par le préfet, l'arrêté augmentant la capacité n'ayant pas par ailleurs été mis en œuvre. Mais je pense qu'il faudra qu'à l'occasion de votre mission d'information, on revienne sur études de danger. Dans les informations qui sont publiques, la dernière étude de danger révisée, c'est juste sur la fiche du site Céveso de Lubrizol, l'étude d'impact révisée, c'est 2015. Bon, écoutez, on va croiser ça avec l'information donnée par la DREAL. J'ai en effet à la fois dit que la liste des produits, enfin la liste exhaustive des produits, et donc je redis qu'a priori il y a deux choses distinctes, la liste des produits et leur quantité maximale qui figurent dans les autorisations d'installation classée, en l'occurrence qui est différent de la liste que nous avons demandé à l'exploitant s'agissant des 15% de son site qui a subi l'incendie. Merci Madame la Ministre, merci d'avoir pris le temps de cet échange qui était, on le voit, nécessaire. Évidemment, il reste encore beaucoup de questions, donc le travail continue, il va continuer à plusieurs niveaux, ici dans la commission et puis aussi dans la mission qui a été décidée ce matin. Dans le jardin. Christophe Chavoutier a été appelé par cet habitant de Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen, situé pourtant à 2,8 km de l'usine incendiée. Il a découvert dans son jardin plusieurs débris, comme celui-ci. J'ai fait analyser par moi-même, moi je me réfère à la réalité, qui est que tout le quartier jusqu'à Mont-Saint-Aignan et peut-être bien au-delà a été arrosé de débris de toiture amiantée. Résultat de l'analyse, il s'agit bien de morceaux de fibrociment en amiante du type chrysotile, amosite et crocidolite. Le préfet de Seine-Maritime avait assuré hier qu'il n'y avait pas de risque lié à l'amiante. Aujourd'hui, les services du ministère de l'écologie invitent à la prudence face à ce type de débris. Derrière, nous on a 15 mètres et on attend encore des excuses. Des excuses de ne pas avoir été réveillés. Parce que si on ne s'était pas réveillés nous-mêmes et que ça avait pris feu dans l'autre sens, on ne sait pas où on serait. J'habite juste là,
la maison qui fait l'angle à 15 mètres de Lubrizol, même pas à 10 mètres. Bon, on vit dans la peur de se dire, mais comme ce matin, il y a eu des sirènes pour l'autre usine, on revit en fait, on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui, enfin, il va se passer quoi encore? Et puis, je vous dis, l'usine, elle est déserte, il n'y a plus personne. Il n'y a personne là, c'est, voilà, champ libre. On n'a eu aucune information sur la toxicité le jour même. Pas assez averti, on n'est pas assez, voilà, c'est tout. Ils ont des grosses sirènes qui étaient oui, parce que que les pompiers. Et puis ils les ont pas mis, ils les ont mis à 8 heures. À 8 heures. Et tout bas. Tout bas, oui. Tout bas. S'ils les mettaient à fond, on attend sur le grand cuvier, sur le Rouen, on attend partout. J'allais dire, je vais montrer les vidéos à ma mère, d'abord, elle me dire qu'est-ce que tu foutais, qu'elle est là. Ramerie, travaux publics. Il fait partie des premiers à pénétrer au plus près du brasier, avec pour seule protection respiratoire, selon lui, un masque en papier. Partout autour de lui, des explosions. Il s'approche pas à pas, tente avec ses collègues de contenir l'incendie. Mais les moyens manquent, ordre est donné de se replier.